Bonjour à tous. Si vous voulez bien vous installer pour que nous puissions commencer. Oh, nous avons déjà un quart d'heure de retard. Bon, alors, je vais commencer sans attendre les retardataires du café. Bonjour à tous. Donc, merci d'être là pour cette troisième journée de réflexion, d'échange autour de cette question passionnante de l'installation en agriculture des jeunes au Sud. Alors, je prends très brièvement la parole juste pour vous rappeler le programme de la journée. Et surtout notre session de cet après-midi, parce que celle de ce matin va nous occuper beaucoup, mais il ne faut pas oublier celle de cet après-midi. Donc, nous avons ce matin une session construite autour du thème de quelle formation pour des installations durables en agriculture, donc un grand thème sur les liens entre formation et insertion. Cette matinée donc l'animation de cette matinée sera assurée par Carole Lambert, qui s'est appuyée sur une large équipe de contributeurs pour des introductions, des contributions, des synthèses. Donc Carole vous présentera tout ça de manière détaillée. Nous aurons une pause au milieu de tout ça, bien entendu. Déjeuner à midi dans même endroit que les 2 jours précédents. Et cet après-midi, nous nous retrouverons pour 2 heures de travail sur quoi faire à ce stade, qu'avons-nous envie de faire ensemble, que souhaitons-nous construire, quels sont les axes de la réflexion et quels pourraient être des agendas par rapport à cette perspective de l'accompagnement de l'installation des jeunes en agriculture, agenda en termes de formation, en termes de développement et en termes de recherche. Cette dernière étape de la journée est une étape importante pour la réflexion, mais aussi pour la suite du travail que nous avons engagé ici ensemble. Donc j'espère vraiment que nous pourrons avoir ces 2 heures tous ensemble et de manière très active. Nous essaierons en revanche de finir vers 16h, 16h30 grand maximum, de manière à permettre le retour dans vos foyers, comme on dit en Afrique, sans difficulté. Donc, Carole ? Ok, merci Betty. Sans plus attendre, je vais donner la parole en fait à Isabelle Touzard, notre directrice générale adjointe à Supagro, qui va nous introduire en fait la thématique, poser les grandes lignes de réflexion et après je ferai un petit point sur l'organisation et la présentation des intervenants. Bien, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce matin pour introduire cette dernière journée du séminaire, où on rentre, je dirais, dans le cœur du sujet. Donc, quelle formation, pardon, on vous y êtes depuis un bon petit moment, mais là, je dirais, on arrive au moment où on fait le lien entre la formation et l'installation, de façon vraiment en prenant du recul, je pense. Donc, je vais être très brève, juste pour rôle de la formation par rapport à l'installation dans l'agriculture familiale. On va avoir maintenant des contributions dans la matinée autour d'expériences. Il me semble important en introduction de voir quelle grille d'analyse, quels éléments on peut regarder de façon plus précise pour atteindre une adéquation, je dirais, entre les besoins liés à l'installation et puis l'apport de la formation. Et là, je vous propose peut-être une petite réflexion très rapide, en 5-10 minutes, autour d'une entrée où d'abord, bien entendu, il faut savoir de quelle installation on parle. Donc, qu'est-ce qu'on entend par installation? Mais là, c'est ce que vous avez vu et creusé vraiment jusqu'à présent. Et à partir de là, bien entendu, positionner la place et le rôle de la formation. Définir l'installation, parce que bien entendu, les problématiques seront très variées selon les régions, les pays, les moments de l'histoire. C'est d'abord quels sont les enjeux politiques autour de l'installation. Les expliciter, ils ne sont pas toujours explicites. Est-ce que c'est ramener à la terre, maintenir à la terre? Donc les enjeux politiques. Est-ce que c'est développer de nouveaux systèmes de production, innover
pour de nouvelles niches, développer de nouvelles filières. Je pense par exemple au Maroc, où clairement l'installation de l'agriculture familiale, c'est en destination de certaines filières, de qualité notamment. Est-ce que c'est installé au niveau politique pour produire plus? Ou est-ce que c'est installé pour occuper des interstices qu'on laisse à l'agriculture familiale face à d'autres formes d'agriculture, notamment l'agribusiness, l'agriculture capitaliste? Ce problème de l'agriculture duale se pose dans de nombreux pays. Donc en fonction, et il y en a d'autres objectifs politiques possibles. Donc déjà, à partir de là, tout de suite, on va voir que la place de la formation, par rapport à ces enjeux politiques macro, je dirais nationaux, la place de la formation peut être très différente. Donc l'enjeu politique. Le contexte, bien entendu, le milieu dans lequel on s'installe et les contraintes qui y sont liées. Vous y avez beaucoup réfléchi, les contraintes liées à l'accès aux services, à l'accès aux fonciers, etc. Et ça, bien entendu, ces contextes et ces contraintes sont fortement différents d'un pays à l'autre et à l'intérieur des pays. Le troisième élément, pour bien savoir de quelle installation, de quel défi, de quel besoin on parle vis-à-vis de l'installation de l'agriculture, c'est l'objectif des acteurs eux-mêmes. Les acteurs, c'est les personnes qui s'installent. Alors les personnes qui s'installent, on peut s'installer à 20 ans pour commencer une trajectoire, on peut s'installer agriculteur à 60 ans quand on approche de la retraite, qu'on est fonctionnaire et qu'on veut s'assurer un revenu pour la suite. Donc quel est l'objectif poursuivi par les acteurs? Quand il s'agit des jeunes, quels sont les objectifs poursuivis par les parents, par la famille? Quels sont les objectifs poursuivis par les collectivités qui souhaitent voir s'installer des jeunes agriculteurs? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Quels sont les objectifs poursuivis par les acteurs de la filière, par les OP? Est-ce qu'on veut s'approvisionner? Est-ce qu'on veut créer une base dans la profession, une base politique? Donc, quels sont les objectifs poursuivis par les acteurs? Ces acteurs étant eux-mêmes partie prenante, bien entendu, de la formation. Ça aussi, ça va entraîner une certaine réponse de la formation aux défis de l'installation. Et puis, l'installation, bon, c'est des enjeux politiques, c'est des contextes, c'est des acteurs, mais c'est aussi des processus. Le processus d'installation... le processus peut être très différent d'un endroit à un autre, d'un pays à un autre. Une installation, c'est parfois un préalable pour ensuite fonder une famille et se lancer. Je pense par exemple en Haïti, un jeune, pour pouvoir se marier, il faut déjà qu'il ait sa maison, son exploitation, etc. Alors que dans d'autres endroits, il faut d'abord être marié, avoir des enfants, etc., pour pouvoir acquérir de la terre et devenir agriculteur au sens chef d'exploitation. Donc les processus sociaux derrière cette notion d'installation sont très variables, très, très différents. Derrière l'installation aussi, comme je disais un petit peu tout à l'heure, il y a la trajectoire sociale de construction, mais il y a aussi la trajectoire économique. Ça, vous en avez parlé déjà. Donc je vais très vite. Mais est-ce qu'on s'installe pour, comme je disais, s'assurer une retraite, un complément de revenus? Est-ce que c'est pour commencer une trajectoire d'accumulation? Ou est-ce que c'est au contraire l'agriculture vue comme un moyen d'accumuler, au contraire, l'accumulation faite par ailleurs dans d'autres secteurs d'économie qui va venir nous permettre d'investir dans l'agriculture? Bon, on voit que l'installation, du coup, elle a, de ce point de vue, dans ce processus économique, un rôle différent. Donc, du coup, derrière, à chaque fois, la formation, par rapport à ce processus d'installation, forcément, va avoir une place différente. Donc, d'abord, ce processus d'installation, vous en avez beaucoup échangé là-dessus jusqu'à présent. Par rapport à ça, du coup, quelle va être la place de la formation? Alors, qu'est-ce qu'on entend par place de la formation? C'est la place au sens, l'importance qu'on va lui donner au niveau d'un pays, l'investissement qu'on va y mettre, la place qui va former, avec quels moyens? La place de la formation, c'est d'abord, par rapport à tout ça, un positionnement dans le temps. Est-ce que cette formation doit être avant l'installation? Est-ce qu'elle doit être pendant? Elle doit être après? Donc ça, il n'y a pas de solution unique. Est-ce qu'elle doit être initiale? Est-ce qu'elle doit être continue? La place de la formation aussi, donc avec cette entrée économique, c'est quelle place dans l'économie de l'éducation et de la formation? C'est-à-dire quel poids on va lui donner, quels moyens on va lui mettre, quelle durée on va lui accorder, quels moyens on va lui attribuer par rapport à tous les, je dirais, le dispositif d'appui à l'installation. Place de la formation, c'est encore quelle place on va donner à la formation, à l'installation par rapport à l'ensemble du système de construction des savoirs et des connaissances? Quelle place on va lui donner par rapport à l'apprentissage dans le milieu professionnel, dans le milieu familial?
Quelle place on va donner à cette formation à l'installation par rapport à ce que peut apporter l'éducation qui est présente. Et puis, formation professionnelle à l'installation, mais quelle place on va lui accorder par rapport à la formation professionnelle à l'agriculture en général? La problématique, en termes de poids, hein, je parle, derrière ça veut dire en termes d'effectifs, en termes de durée, en termes d'importance qu'on va donner à cette thématique de l'installation dans les référentiels, etc. Donc l'installation dans le vaste champ de la formation professionnelle agricole, quel poids ça doit avoir? C'est des questions, je dirais, qui se posent à des échelles micro et macro. Toujours pareil, quelle place on va donner à la formation stricto sensu à l'installation par rapport à l'accompagnement? Est-ce qu'il vaut mieux investir beaucoup pendant des années et des années, parce que former à l'agriculture, à l'installation, ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Chaque mois, chaque semaine, chaque année qu'on ajoute dans un cycle de formation, c'est un coût énorme. Juste pour vous dire, ici à Supagro, on réfléchit, ça c'est la formation d'ingénieur, mais on réfléchit à chaque heure que l'on est en train de mettre dans la formation. Chaque heure d'enseignement coûte. Donc chaque heure marginale supplémentaire, qu'est-ce qu'elle apporte dans la formation? Il faut y réfléchir à une échelle macro. C'est un coût. Donc, est-ce qu'il vaut investir dans la formation? Jusqu'à quel niveau? Par rapport à l'accompagnement, par exemple. Jusqu'où va-t-on dans tous ces équilibres-là? Quelle place? Donc, quand on parle quelle place de la formation par rapport aux défis de l'installation, c'est réfléchir à un niveau, je dirais, micro, mais aussi macro de politique, à toutes ces entrées-là. Et du coup, cette place étant définie, on voit mieux se dessiner, on voit se dessiner le rôle concrètement de la formation en tant qu'acte d'accompagnement de l'installation. Le partage que l'on va faire et qui se pose dans beaucoup de pays entre la part liée à l'éducatif, à l'éducation, la citoyenneté, etc. La part liée à l'apport de savoir et de savoir-faire, liée à l'activité agricole en elle-même, en tant que telle. La part dans la formation qui va être accordée à l'innovation, à la créativité. La part qui va être accordée à l'accompagnement de projets spécifiques. La part que la formation, le rôle qu'elle va jouer dans l'insertion dans les territoires, dans l'insertion dans la profession. La part que la formation, le rôle que la formation va jouer par rapport à l'acquisition d'un statut. La question se pose dans de nombreux endroits. Est-ce que la formation, un de ses rôles, c'est de donner un diplôme, donc un statut, donc de pouvoir avoir accès à certains services, certaines aides? Bref, on voit que derrière cette réflexion sur la place de la formation, dans toutes ces dimensions, on découle aussi, bien entendu, forcément, des éléments pour trancher sur le rôle qu'elle va jouer en tant que lieu où se construisent et s'acquièrent des savoirs et des compétences. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. On voit que dès lors que l'on a réfléchi à l'installation, derrière, toutes les questions qui se posent sur la place, le rôle de la formation sont immenses, sont extrêmement variées, qu'il n'y a pas de solution unique, loin de là, donc tout le monde est d'accord là-dessus. Et c'est vrai que se pose beaucoup la question de la, entre guillemets, massification, c'est-à-dire qu'un des enjeux, c'est que de nombreuses expériences existent dans de très nombreux pays, souvent très innovantes, très intéressantes, qu'il est intéressant d'évaluer d'ailleurs, mais tout ce travail est en cours. Mais la question qui ensuite se pose tout de suite, c'est comment passer à une échelle, je dirais, plus impactante, plus grande du dispositif, et du coup, comment faire pour combiner, pour optimiser ces systèmes au niveau national. Installer, préparer à l'installation, former à l'installation, est-ce que c'est quelque chose qui doit être confié à la formation professionnelle unique? Est-ce que cette formation professionnelle, par exemple, une formation doit-elle être dédiée à l'installation agricole uniquement? Est-il possible pour un pays, pour une économie, de supporter qu'une formation soit exclusivement dédiée à l'installation agricole? Est-ce qu'on parle de formation à l'agriculture avec un sous-objectif qui est de former à l'installation? Enfin, vous voyez, c'est une question extrêmement complexe où il y a des choix, des arbitrages quand même importants à mener. Clairement, il faut avoir une vision systémique puisque la formation professionnelle seule ne va pas relever ce défi. Elle le fait avec l'éducation, elle le fait avec l'accompagnement, avec le développement agricole.
Et bien entendu, du fait de cette complexité et de cette nécessité d'avoir cette entrée systémique entre les différentes composantes, eh bien, forcément une gouvernance, la question de la gouvernance et du pilotage de cette formation pour l'installation de l'agriculture familiale se pose. Et avec, je pense, dans le domaine de la formation pour l'installation agricole, le rôle clé des territoires et de la profession. Voilà, donc j'ai essayé ici de rapidement, en 10 minutes, voir comment, à partir donc, de la question d'installation, des défis, des questions se posent sur le rôle et la place de la formation. Quelle formation pour les installations durables? Voilà. Je vous laisse maintenant, je crois que c'est Carole qui va présenter les différents intervenants. Merci beaucoup Isabelle. Je vais faire un petit point plus organisationnel et de présentation des intervenants. Donc on voit que les questions sont nombreuses et complexes. Donc le choix, c'est d'essayer d'échanger les expériences pour pouvoir en tirer des leçons. Donc ces expériences sont nombreuses, on va en présenter quelques-unes ce matin. On en a déjà eu aussi beaucoup à travers les 2 jours précédents. Donc on veut privilégier depuis le départ du colloque les discussions dans la salle. Donc l'idée, c'est une première partie de matinée avec trois interventions donc, qui nous viennent du Bénin, du Maroc et de Guinée-Conakry. Je vais revenir plus précisément sur ces interventions. Donc pour chacun, entre 15 et 20 minutes de présentation. Et ensuite, après chaque présentation, une session de poursuite des échanges. Alors pas forcément des questions-réponses sur les interventions, mais n'hésitez pas à nous faire aussi partager vos propres expériences de formation par rapport à ce qui a été évoqué dans les présentations qui auront lieu. En deuxième partie de matinée, donc on continue le même système et on donnera spécifiquement à la fin la parole à Monsieur Pierre Blazango, qui a déjà parlé du programme AFOP pour réagir par rapport aux différentes thématiques, questions qui auront été posées dans la matinée. Après avoir entendu André Marty de l'IRAM, qui nous parlera spécifiquement de la formation des pasteurs, et une équipe qui nous vient de Madagascar et que je présenterai un peu plus tard. Donc pour commencer ce matin, nous avons Marcelin Hillet, du Bénin, donc qui est secrétaire du réseau phare international et qui a une longue expérience de formateur, de proviseur de lycée et qui va commencer à nous faire partager son expérience pour le Bénin. Marcelin, si vous voulez bien. Merci. Bonjour, je suis Marcelin du Bénin et l'expérience que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est la petite expérience que nous avons eue en tant que proviseur d'un petit lycée agricole au Bénin il y a quand même 15 à 20 ans. Alors, la présentation que je vais faire va s'articuler autour de 4 points essentiels. Le rappel du contexte, comme ça a été dit par Isabelle Touza tout à l'heure, dans quelles conditions, dans quel contexte nous avons été amenés à vivre cette expérience-là et quelles étaient les offres de formation. Bon, dans la globalité, je veux parler en termes d'orientation pour la formation à l'installation des jeunes et quels résultats en termes d'installation des jeunes on a pu obtenir à la partie de cette expérience et quelles sont les pistes d'amélioration vu tout ce que nous avions entendu comme information, procédure, depuis que nous sommes réunis avant-hier ici. Alors, du point de vue du contexte, et ça c'est pareil, je ne vais pas m'attarder là-dessus, on a un contexte commun à toute la zone ouest africaine au moins, que dans les années 80, nous avions traversé, nos pays ont traversé une crise économique et financière aiguë qui ont conduit nos États respectifs à geler systématiquement le recrutement dans la fonction publique, dans l'administration publique. Et donc, du coup, cette mesure qui a été prise et qui est corollaire à une autre mesure
qui est un peu l'avènement de la mise sous tutelle de nos économies par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, qui a trouvé comme moyen de réduire de façon drastique les effectifs au niveau du personnel d'encadrement, au niveau du secteur agricole, et devrait engendrer tout du coup ce qu'on appelle une nouvelle classe de diplômés sans emploi et qui va exercer une certaine pression sur le marché de l'emploi. Et donc, toutes ces conditions réunies, ça devait nous amener à dire, bon, il faut réajuster les offres de formation telles que c'était vu pour former les techniciens d'encadrement, mais il faut plutôt les orienter vers la formation à l'auto-emploi, donc formation pour l'installation des jeunes. Et donc, pour répondre à ça, les collèges et lycées, il n'y en a pas beaucoup au niveau du Bénin, mais les collèges et lycées qui existaient ont vu leur programme remanié de manière à pouvoir former des apprenants qui puissent être en capacité de s'auto-employer. Et là, les programmes qui ont été remaniés ont visé 3 axes fondamentaux de formation, à savoir la technicité, bon, ça dit comment outiller, le former sur les aspects techniques donc, les aspects de l'agriculture. La polyvalence, parce que là, avant, je rappelle tout simplement que puisqu'on formait des conseillers agricoles, la formation était stratifiée en spécialités, donc il y avait des spécialités qui correspondaient aux besoins exprimés par le secteur agricole à travers ces différentes directions techniques. Maintenant qu'il n'est plus question de former les techniciens, il fallait revoir un peu, refondre un peu le profil. Et là, donc, c'est d'où l'idée de la polyvalence. Et puis la culture entrepreneuriale, parce qu'il s'agit de créer une entreprise, donc comment faire un peu tout ça. À côté de ce système classique, donc, qui constituent les écoles et établissements, il y avait d'autres dispositifs qui ont été mis en place, d'où l'avènement un peu de Centre Songhai, puisque nous sommes dans les années 80, le Centre Songhai, le CPE, Centre de promotion rurale, qui est une initiative des CARDEC, les CARDEC qui sont les structures déconcentrées du ministère en charge de l'agriculture au niveau départemental. Les MAFA, dont les représentants sont ici, Valérie, que je salue avec beaucoup de respect parce qu'elle est mordue pour la chose et elle a une expérience prégnante pour le Bénin. Autres institutions à travers les programmes et projets. Alors, ce que je voudrais partager ce matin, en fait, on connaît la formation classique, le dispositif dans un collège, etc. Mais qu'est-ce que nous, au niveau de l'enseignement agricole, qu'est-ce qu'on a de façon particulière qui ont pu impacter l'installation durable des formés, de ceux qui sont sortis de nos dispositifs. Le premier élément, c'est le calendrier scolaire qui a été arrimé au calendrier agricole. Bon, dans toute la zone et puis dans le système éducatif en général, le calendrier scolaire, ce qu'on connaît, c'est du mois d'octobre au mois de juin. Tandis que dans nos établissements, nous avions adopté comme calendrier, eh bien, la rentrée, c'est pour le mois de février et les gens vont en vacances au mois de décembre. Donc, ce qui fait que ça correspond à peu près au calendrier agricole du pays. Ça a été un élément qui a permis d'impliquer les professionnels dans la formation pratique. Je reviendrai là-dessus après. Ensuite, il y a l'organisation pédagogique qui prévoyait un temps de stage pratique qui varie de 1 mois à 4 mois. 1 mois en interformation, c'est-à-dire entre la première année et la troisième année, et en fin de formation pour organiser les examens de sortie, il fallait faire 4 mois. Ces 4 mois qui permettaient à l'apprenant de préparer ce qu'on appelle son plan d'affaires qui va présenter devant un jury de soutenance. Et donc la formation est sanctionnée par un examen à 3 volets. Cet examen, comporte une partie écrite, c'est-à-dire on fait un peu le bilan des connaissances. Deuxièmement, une épreuve pratique où le candidat est appelé à tirer au sort devant un jury une pratique et qu'il va exercer pour montrer qu'effectivement il maîtrise, au moins ne serait-ce que par rapport à ce pan de connaissances-là, qu'il a une véritable connaissance. Et puis ensuite, il y a la phase orale qui est la soutenance, bien sûr, de son micro-projet, c'est-à-dire qui est le projet d'installation. Donc on fait la division euclidienne, la moyenne de l'ensemble de ces moyennes, de ces notes-là, et c'est ça, s'il arrive à réunir 10 sur 20, alors on le déclare admis pour son examen. Ensuite, une autre initiative, ça a été que les tout premiers élèves
qui ont réussi, un peu comme Pauline, à s'installer à leur propre compte dans un processus beaucoup plus, atypique que le processus normal, on les a directement impliqués. Parce que je disais tantôt que dans l'organisation pédagogique, il est prévu des temps de stage. Donc, forcément, les stages en entreprise, il y a des maîtres de stage. Et donc, nous avons priorisé ceux-là qui sont installés déjà à leur propre compte dans le rôle de maître de stage. Donc, c'est eux qui accueillent ceux qui sont encore en formation, parce que nous voulons utiliser la pédagogie par l'exemple, parce que ça permet. On a vu, pendant que je suis en première année, celui-là, il était en quatrième année, maintenant il est sorti, il est à son propre compte, donc ça fait que, quand l'élève va là, c'est la meilleure façon de sensibiliser que, attention, on peut s'installer, on peut réussir. Ensuite, ils sont impliqués pour les travaux pratiques, donc comme ils reviennent comme enseignants, pas enseignants temporaires pour les travaux pratiques. Et ensuite, ils sont utilisés comme tuteurs pour l'élaboration des micro-projets parce qu'eux, ils sont déjà passés par là. Il y a eu aussi une forte implication, et là je regrette puisqu'il n'est pas là ce matin, Benoît Berger, dans le cadre un peu de réseau, qui a beaucoup aidé parce que notre établissement était en partenariat avec le lycée agricole de Fontaine, ou le Tchensen. Et donc à l'époque, c'est l'une des vieilles coopérations entre établissements que le Bénin a connu. Et donc, le départ, c'était que, ils venaient, c'est eux seuls qui venaient avec, sur la base d'un certain nombre de choses qu'on leur demandait, ils nous amenaient des choses pour appuyer. Et à un moment donné, nous avions dit, mais dès lors que nous avons changé un peu de registre et que nous voulons former à l'auto-emploi, quel pourrait être leur apport dans un peu la sensibilisation de nos élèves? Est-ce qu'il n'est pas possible que, plutôt qu'eux, ils utilisent les ressources pour venir uniquement nous voir, est-ce qu'il n'est pas possible de faire en sorte que nous puissions aussi nous déplacer, étant entendu que la France quand même a une longue expérience en matière d'installation, de formation à l'installation. Ça pourrait être un créneau pour intéresser un peu les gens. Je crois qu'on a remodifié un peu les termes de l'accord et à partir donc, de 2002, on a commencé par faire alors le voyage de façon alternative. Ils viennent cette année chez nous voir et l'année qui suit, c'est nous qui nous déplaçons. Et nous avons pris soin de faire en sorte que dans l'équipe, il y ait l'association des parents d'élèves, il y ait la collectivité locale, parce que l'école est installée quand même dans une localité donnée, la collectivité locale, les élèves et les enseignants. Donc chaque fois, on fait une petite équipe de 10 personnes pour faire le déplacement et avec un objectif précis. Nous venons voir les expériences qui existent au niveau de la France. Donc, prioritairement, ils sont logés auprès des agriculteurs et non au lycée. Et ils vont travailler avec ces agriculteurs et ils discutent et font avec les agriculteurs et les élèves aussi pour voir un peu comment la France est arrivée à pouvoir s'installer sans forcément, comparaison n'étant pas raison, mais voir un peu à titre de motivation. Et donc, ça nous a beaucoup aidé. Plus tard, on verra, je reviendrai là-dessus. Et puis, l'implication des élus locaux. Oui, là aussi, on a utilisé une faiblesse. L'école que je dirigeais est installée dans une zone géographique qui est constituée de 6 communes. Et quand j'ai tenu les statistiques des élèves qui viennent en formation au niveau de cet établissement pendant 5 ans, je me suis rendu compte que, puis c'est une école qui a un caractère national, c'est-à-dire on fait un recrutement au niveau national, donc ce n'est pas une école territoriale. Et donc ça fait qu'on s'est rendu compte que très peu d'élèves issus des localités étaient inscrits. La plupart de ceux qui venaient passer sur concours et puis sur inscription à titre payant venaient d'autres départements. Alors donc, on a convoqué un peu, nous avions fait un plaidoyer auprès des élus locaux pour leur dire, mais voilà, vous savez, l'école, ça porte votre nom, votre identité, mais curieusement, quand on regarde un peu la structure, il y a très peu d'élèves qui sont de la région et ce n'est pas bien. Est-ce que ce n'est pas votre... Et puis, on a défini un autre protocole d'accord à partir de là. Et ils ont pris l'engagement, à partir de cet instant, d'inscrire par an un certain nombre sur le budget communal, qui sont des élèves ressortissants de là. Ce qui les obligeait aussi à suivre la formation et à complètement participer à l'installation de ces élèves. L'un des impacts sur lequel je vais revenir plus tard, si c'est possible, c'est que la plupart de ceux qui sont installés, même n'étant pas de la localité, c'est au niveau de cette région-là qu'on a le plus grand nombre d'élèves qui ont réussi à s'installer parce qu'il y a tellement de facilités qu'ils ont eu à ce niveau-là que plus qu'ils en ont eu de chez eux. Alors,
Ensuite, bon, mais quelques statistiques, juste, je passe très rapidement. Bon, nous avons en fait 5 à 10% d'élèves qui sont installés durablement. Ce que j'appelle installation durable, c'est ceux qui sont restés 5 ans après, malgré d'autres opportunités d'emploi qu'ils ont eues. Parce qu'entre-temps, au passage, quand il y a eu cette crise d'arrêt de recrutement dans la fonction publique, le personnel d'encadrement a été complètement vieillissant. Donc, à un moment donné, l'État a décidé de recruter massivement des techniciens. Et donc, il y en a beaucoup qui sont installés et qui n'ont pas beaucoup cru, qui sont partis, mais il y a d'autres qui sont restés malgré ce que ça pouvait apporter comme gain. Et là, donc, c'est ceux-là qui nous intéressent, 5 à 10% qui sont installés durablement. Il y a 25 à 30% qui sont recrutés dans les emplois publics ou privés, soit en tant que fonctionnaires, etc., qui sont partis. Et puis, il y a quand même plus de la moitié des formés qui ont choisi de poursuivre leurs études à l'université, mais malheureusement, suivant notre constat, dans des filières, dans des départements qui n'ont pratiquement rien à voir avec l'agriculture, ils sont en géographie, en sociaux ou en droit, tout simplement parce qu'il y a toujours derrière cette tare, nous voulons avoir le diplôme, l'ascension sociale est liée un peu au diplôme que nous avons. Je les appelle les passagers clandestins, puisque l'objectif de la formation n'étant pas là, mais c'est des gens qui sont arrivés quand même à passer les mailles.